Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Salut Bruno, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ben oui. Oui. Donc aujourd'hui, 20e épisode du Bracket Show, tu voulais nous parler un peu de .NET Standard. Qu'est-ce que c'est que Ouais. cette bébête-là qu'on entend parler de plus en plus? Ouais, ben en fait, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler dernièrement, mais .NET Standard, ça fait quand même un petit bout que c'est en développement, je dirais, chez Microsoft. Puis euh, on va en parler un petit peu aujourd'hui. L'idée, c'est d'exposer c'est quoi, puis un petit peu aller voir derrière ce qui se passe parce que ça crée un peu des restrictions et des choses des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on utilise comme version et tout ça, parce que ça commence à être compliqué avec Puis tout ce comment que. l'utiliser, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça va être un petit peu ça aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que j'avais une slide là-dessus, ouais, .NET Standard. Fait que, on va parler de ça. Donc, je vais commencer tout de suite avec Parfait. vous montrer un peu le décor actuel qu'on connaît bien Du framework du .NET. framework .NET, en fait, c'est ça. Puis, il y a plusieurs plateformes dans le framework .NET, comme on le sait. On a le .NET Framework, .NET Core, Xamarin, puis même, si on pousse un peu plus loin, on a Mono aussi sur les plateformes Linux. Mhm. Puis avec ça, ben, c'est bien parce qu'on a la possibilité de développer des applications sur différentes plateformes, que ce soit Ouais. une plateforme mobile, web, Tu parlais de Android. Linux justement, pouvoir faire une application en .NET Ouais. qui est utilisable sur Linux. Puis on a toujours eu la possibilité aussi de faire interagir ces applications-là, dans le sens qu'on peut faire une partie de l'application qui est une application ASP.NET Web d'un côté, Mhm. avec un back-end autre chose en .NET Framework, avec une application Xamarin qui se connecte via un portail là-dessus. Donc, tout ça peut interagir ensemble, mais chacune de ces plateformes-là ont son propre class library. Donc, ce qu'on appelle le BCL, c'est le Base Class Library, toutes Mhm. les classes de base du framework .NET, chacun a son implémentation particulière. Donc, puis c'est développé par des équipes différentes, donc c'est pas toujours exactement les mêmes API en chaque. Donc, Ça me fait penser entre autres à, je sais que c'est pas au même niveau, c'est un peu plus haut, mais C Sharp Visual Basic, qui utilisent le même framework, mais mais qui pas ont toujours des petites subtilités de langage d'utilisation. c'est ça. Fait que, mais tout ça, en fait, c'est le même code C Sharp. Fait que là, les développeurs de ça se sont dit, il y a une façon d'unifier ça un peu plus. Donc, c'est quoi les défis qu'on a aujourd'hui quand on veut faire ça? C'est qu'on a plusieurs plateformes. Donc, quand on veut essayer d'utiliser ça, il faut développer le code sur plusieurs librairies différentes parce que c'est pas toute la même base en arrière. Fait que le Base Class Library, euh, vu qu'il n'est pas le même, on n'a pas toujours les mêmes fonctionnalités d'une plateforme à l'autre. Il y en a qui vont avoir plus de fonctionnalités qu'une autre. Fait que là, si tu développes du code pour une plateforme, tu essaies de le porter directement sur une autre plateforme, ça se peut qu'il faut que tu réfactores un peu parce que bon, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités dans notre plateforme. Ça, c'est assez difficile quand même à gérer d'un point de vue partage de code et tout ça. Donc, ce qui fait qu'il rend le code plus difficile à utiliser parce qu'il Mhm. faut utiliser comme, si tu as du code qui est vraiment réutilisable, il faut monter un step où le code que tu écris est possible d'être exécuté sur toutes les plateformes. Donc là, ça réduit beaucoup la surface que tu peux utiliser du framework, en fait. Donc, beaucoup au final de choses qui sont peut-être déjà existantes dans une version plus avancée que tu vas être obligé de recoder à bras. Oui, puis C'est un soit coller à inconvénient, bras mais ou faut que tu downscale à quelque chose qui existe dans la plateforme sur laquelle tu développes, puis là, tu es pogné avec des affaires que tu peux pas aller tout partout. Fait que là, tu vas avoir peut-être des assemblies globaux qui vont te permettre de partager à travers plusieurs euh, plateformes ton code, mais tu vas avoir peut-être des assemblies spécifiques pour chaque plateforme aussi quand tu vas vouloir faire des choses spécifiques pour chaque plateforme. OK. C'est un peu, ça découpe ton code d'une façon peut-être qu'on voudrait pas. Puis, naturellement, c'est plus difficile à faire évoluer ça parce que le code d'une même plateforme n'est pas portable nécessairement partout. Fait que Mhm. si tu veux faire évoluer avec une nouvelle plateforme qui se rajoute dans l'écosystème, comme quand Xamarin est arrivé, bien là, faut développer un peu pour ça parce que puis si elle arriverait une nouvelle aujourd'hui, il faudrait encore développer notre librairie pour cette plateforme-là parce qu'elle n'est Ouais. peut-être pas pareille comme les autres. Donc là, le .NET nouveau, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que j'appelle nouveau, c'est la partie où on va unifier tout le Base Class Library à travers toutes les plateformes. OK. Donc, ce qui fait, c'est que c'est là qu'on amène le concept de .NET Standard Library. OK? Ce concept-là, c'est en fait, on va voir un peu plus loin, c'est, j'en parlais un peu plus loin, c'est quoi exactement, mais je vais vous montrer un peu les avantages. Fait que, quand on part d'un .NET Standard comme ça, on remplace toute la couche library par une assembly unique. Okay? Donc là, toutes les plateformes vont utiliser la même librairie pour toutes les fonctionnalités. OK. Donc ça donne comme avantage, c'est que c'est une librairie. Donc on ne code pas sur une librairie spécifique à une plateforme, on code sur une librairie qui est commune, quand même, avec un niveau de compatibilité qui est connu, c'est la version est fixe pour toute la plateforme. Euh, L'avantage aussi, c'est que maintenant, au moment où on se parle, .NET Standard 2 vient de sortir. .NET Standard 2 a amélioré énormément l'écosystème de toute la plateforme .NET parce que, au niveau de .NET Standard, parce que là, c'est vraiment plus complet. Avant ça, les .NET Standard 1.1
1 jusqu'à 1.1, 1.6 en fait. ouais. C'était quand même assez limité. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient et c'était pas encore super intéressant. Puis c'était une des raisons aussi dans certains projets où on n'a pas adopté tout à fait le .NET Core. Le .NET Core était basé sur .NET Standard. Puis à .NET Standard 1.6, .NET Core 1, c'était pas... Il n'y avait pas encore assez de fonctionnalités pour faire que... La richesse n'était pas là. On avait l'impression toujours qu'il nous manquait quelque chose. Mais là, avec le .NET Core 2 qui vient de sortir, puis .NET Standard 2 qui vient avec, donc là, ça nous donne une surface assez large, donc une grande étendue, puis on n'a pas de dénominateur commun à soucier. On se soucie juste de la plateforme .NET Standard. OK. Puis, ben là, naturellement, si on ajoute un nouvel élément dans cet écosystème-là, une nouvelle plateforme qu'on veut supporter, dès qu'elle supporte le standard qu'on a choisi, on va pouvoir... Elle va fonctionner, on va pouvoir s'en servir facilement. Directement dessus. OK. Donc là, Eric, tu nous parlais dans le fond d'amener tout à un niveau base class où on peut tout réutiliser. Moi, ça me fait beaucoup penser au PCL que j'ai vu dans Projet Xamarin que j'ai travaillé récemment avec, par exemple. Je suis content que tu m'amènes ça parce que le PCL, en fait, moi, je l'ai même renommé PCL parce que, effectivement, le problème de PCL, en fait, c'était une belle initiative de l'équipe de développement du framework .NET de faire ça parce que, bon, ça a quand même permis d'avoir des librairies qui sont partageables à travers plusieurs plateformes. Mais ça allait bien quand on avait comme 2 ou 3 plateformes comme là. Parce que, bon, c'est quand même facile d'avoir un dénominateur commun. On voit ici, c'est comme une intersection. Puis c'est vraiment ça. Le PCL, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un assembly de type PCL dans un projet, on choisit quelle plateforme on target. Puis, à la compilation, le compilateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comme faire un ensemble des fonctionnalités communes à travers ces plateformes-là, puis il va produire ce qu'on appelle un profile. Un profil qui va contenir la signature de l'API juste de ces librairies-là. C'est ça qu'il va mettre dans son Donc, linker le plus bas dénominateur commun, si on peut dire. Là. Fait que, ce qui arrive, c'est que chaque intersection différente de combinaison de plateformes qu'on choisit va définir un profil différent. Bon, pour ceux qui ont été un peu voir ça sur Internet, les profils sont numérotés, puis ils ont tous un numéro de profil particulier. Puis 2, 4, 8, 2, 5, 9. Il y a ça. Ces profils-là, ce qu'ils font, c'est que c'est pour identifier c'est quoi la combinaison derrière qui a été utilisée pour les construire. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'un numéro plus élevé supporte plus de fonctionnalités qu'un numéro plus bas. Ça n'a aucun rapport avec la séquence de compatibilité de tout ça. Là, j'appelle ça PCL parce que ceux qui sont comme moi, qui ont travaillé avec les anciens comme Object ou des choses comme ça, c'est un peu le même principe, mais là avec des packages et des librairies. Fait que là, tu te ramasses avec... tu ne peux plus savoir comment intégrer un package parce que lui, il n'est peut-être pas compatible avec ce que tu as parce que tu essaies de référencer. Là, c'est quelle version de la librairie qui contient les bonnes base classes que j'ai besoin pour faire mon... Fait que ça devient compliqué à gérer, tout ça. Okay. Donc, .NET Standard, lui... Je te mènerai peut-être une question avant que tu ailles vers .NET Standard parce que justement, je parlais de Xamarin qui ont utilisé PCL pour pas mal toute la run du projet, dans le fond, puis je pense que c'est encore le cas par défaut. Pourquoi tu dirais que là, ça a marché versus le hell qu'on a là? Parce que, puis je vais le montrer, en fait, ça va répondre avec la façon que le .NET Standard va marcher. Puis je vais vous montrer après ça sur le site qu'est-ce que ça donne. .NET Standard, ils ont choisi une approche, au lieu de faire des cercles d'intersection, c'est plus des cercles concentriques. Donc, on part de la version 1 de .NET Standard, puis à chaque fois qu'on implémente une version standard plus récente, elle supporte tout ce qu'il y avait avant. Okay. Donc là, on est rendu à la version .NET Standard 2, qui supporte .NET Standard 1.6 et les suivantes. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que si moi, je crée un assembly qui a besoin d'utiliser .NET Standard 1.3, par exemple, ça veut dire que toutes les versions suivantes du framework vont pouvoir utiliser ma librairie. Ça fait que si quelqu'un développe une librairie qui est développée en 2.0, va pouvoir utiliser une version 1.3. Okay. Mais quelqu'un qui a développé pour .NET Standard 1.0 ne pourra pas utiliser ma librairie. Parce que je suis un petit peu un niveau supérieur. Et c'est vraiment un niveau très hiérarchique ou plutôt top-down de version. Donc, une version contient toujours une autre. OK. L'idée, c'est pas de faire des breaking change comme on a, je pense que c'était entre le framework 1.1 puis 2 qui avait eu pas mal de changements, certains breakings. Oui. Puis on va voir, pour arriver à ça, Microsoft, naturellement, la plateforme .NET Framework, elle a déjà évolué beaucoup. Là. Les versions 3, 3.5, 4, 4.5, 4.6, puis maintenant 4.6.1, 4.6.2. Justement, Microsoft vont dû faire des choix. La version du .NET Framework 4.6.2 n'est pas compatible avec .NET Standard parce que cette version-là avait des fonctionnalités qu'ils ne voulaient pas livrer dans le .NET Standard. Donc, la dernière version du framework compatible de .NET qui est compatible de .NET Standard, c'est .NET 4.6.1. Si vous faites des projets aujourd'hui, puis je pense que j'en vais en parler plus tard, mais ça, des projets, allez pas vers 4.6.2, c'est comme un dead end, ça. Ça ne sera jamais compatible .NET Standard.
OK. Fait C'est qu'on est peut-être mieux de une petite chose rester à faire. 4.6.1 puis 4.6.1, c'est éventuellement une une prochaine plateforme. version qui, elle, va viser un .NET standard. Ouais, ils sont déjà en train de faire la version 4.7 en ce moment. OK. Fait que, parlant de version, justement, ça m'amène sur le tableau suivant, qui est un peu difficile à lire parce que quand tu regardes ça, tu vois juste un paquet de numéros de version. Uh-huh. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est. Je vais aller avec le pointeur ici, je pense que ça va être plus intéressant. Donc, en fait, je vais faire autre chose. Je vais aller directement sur le site de GitHub. Parce que, naturellement, Microsoft maintenant développe dans l'open source. Donc, Mhm. tout ce que Microsoft fait maintenant, c'est pratiquement open source. Donc, le .NET Standard ne fait pas exception. Fait que si vous allez sur github.com/.NET/standard, vous allez tomber sur la page du projet ici. Un point intéressant à aller voir, c'est dans la doc, dans le folder doc. Il y a un folder, il y a un fichier de FAQ qui est intéressant à lire si vous voulez répondre à des questions rapidement. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la version MD ici. Donc, ce document-là ici explique le tableau que je vous montrais. Comment on lit ça, en fait, c'est que si moi, je veux développer une application, puis je target le .NET Standard, par exemple, 1.4, ça veut dire que je vais être compatible avec toutes ces plateformes-là pour ces OK. versions-là. Ça veut dire que si je fais un .NET Standard 1.4, par exemple, je regarde, mettons, les choses qui ne seraient pas compatibles. Donc, je ne serais pas compatible avec un Xamarin 10.14. OK. Mais je vais être compatible avec tout ce qui est version 10 de Xamarin iOS, puis 3 de Mac, puis 7.0 dans Android. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est un peu à côté du sujet, mais est-ce qu'on peut sentir une certaine fin de vie pour tout ce qui est Windows Phone quand on regarde ça? On dirait, hein, parce que Windows Phone a comme arrêté d'évoluer à partir de la plateforme 8. Là. Mais puis en fait, il n'y a pas de support pour .NET Standard. Fait que je pense qu'on pourrait, sans le dire, je pense qu'il y a comme une fin de vie, effectivement, ici. OK? Ce qui est intéressant, c'est que ce document-là est interactif. Donc, on peut aller sur, mettons, la version 1.4 pour voir qu'est-ce que c'est, la version 1.4 de .NET Standard. Ça nous donne ici un résumé de, bon, quelle plateforme supporte cette version .NET Standard-là. OK. Et puis, qu'est-ce qui a été ajouté comme sommairement dans la plateforme. Mais on peut aussi le voir très en détail en demandant le diff, vraiment le diff de l'API. Donc, on voit ici que c'est principalement juste On a vraiment la différence de code concrètement. Là, En fait, la différence au sur niveau l'API. API, tout ce qui est public. Ouais. Puis, si on va aussi aller voir le détail complet de l'API, on peut voir à la version 1.4 à quoi ressemblait le .NET Standard. Avec là, on a, si vous regardez la petite barre ici, il y a énormément Il y a quelques changements, oui. c'est pas les changements, ça, c'est ce que la Le plateforme code, ouais. contient. Okay? Puis, justement, un point de vue d'API. Donc, ça nous permet d'avoir rapidement un éventail de ce qui se fait sur cette plateforme-là. OK. Par contre, si, mettons, moi, je dis, j'aimerais ça savoir si telle classe est supportée dans ma plateforme, par exemple, parce que je veux m'en aller vers une version de .NET Standard. Ouais. Je veux savoir si elle est supportée. Il y a un petit tool intéressant qui est APIs of .NET. Okay? Donc, le site ici, APIs of .NET. En ce moment, ils ont l'air d'avoir un problème de certificat, donc c'est pour ça que je le rouvre avec Edge, parce qu'il me pardonne et il me laisse y aller sur le site. Chrome me l'empêchait. Donc, ici, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire une recherche. Par exemple, je vais chercher si la classe FileStream, mettons, est supportée, puis par quelle plateforme. Juste en cherchant ici la classe, ça me donne, premièrement, la description de cette API-là, donc les méthodes. Et puis, je peux aller voir ici pour chaque plateforme, quelle plateforme supporte cette API-là. Donc, on voit ici que .NET Framework de partie 1.1 supportait le stream. Oui, évidemment. Puis .NET on voit même déjà le 4.7. Ouais. Puis on voit ici 4.62, mais elle n'a pas utilisé, comme je disais. Puis on a ici le 1.3 du .NET Standard. Donc, à partir de 1.3, .NET Standard, c'était supporté. Okay. Donc, on voit toutes les versions qui sont supportées et on peut aller très loin là-dedans aussi. Puis, on peut même aller voir par méthode. Tu sais, je peux aller voir si la méthode flush, est-ce qu'elle est utilisée sur toutes les plateformes. Donc là, ça peut même, dans ce cas-ci, c'est pareil, mais ça pourrait être aussi simple, aussi précis qu'une méthode ne serait pas introduite dans le framework okay. à cette Donc, quand on sait qu'on a une utilisation un peu plus spécifique à faire d'une certaine implémentation d'une classe, on peut aller voir avec ça, puis on a moyen d'avoir un petit edge sur quelle version. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est, une suggestion que je fais, c'est qu'il faut toujours utiliser une version de .NET Standard la plus petite possible par rapport à une plus grande. Puis pourquoi? C'est que, en fait, c'est trouver la version minimum qui répond à notre besoin. Parce que, à cause que les versions elles vont en progressant, fait que donc plus qu'on monte haut dans les versions de .NET Standard, moins ils vont avoir de plateformes qui vont nous supporter. Parce qu'il y a peut-être des choses dans une version qui vont être difficiles à implémenter dans une autre. Donc, plus on monte, moins il va y avoir de plateformes qui supportent. Mais plus on est bas, plus on a de plateformes qui supportent, mais moins de fonctionnalités. Donc, il faut trouver c'est comme un trade-off. Il faut trouver le plus bas niveau possible pour faire ce qu'on a besoin. Puis, c'est pas grave parce que si cette version-là fait la job, puis après ça, on a besoin de quelque chose de plus, on peut toujours
ajouter dans une implémentation particulière une version de .NET standard plus élevée qui va utiliser nos librairies parce que ça fonctionne. OK. Mais l'idée, c'est d'essayer de garder nos librairies le plus bas possible dans les numéros de version. Scoper le plus bas pour... Puis toujours en fonction justement de quelle plateforme on a besoin de targeter. Si on n'a pas un besoin spécifique de faire toutes les plateformes possibles, à ce moment-là, on peut monter sans problème. Aussi. Puis, Mais l'idée, c'est de rester quand même le plus bas pour Ouais. garder la compatibilité. Donc là, Eric, on a vu un peu toute l'amalgame de qu'est-ce que .NET Standard nous permet par rapport au framework, tout ça. Mais concrètement, là, on n'a pas parlé encore de c'est quoi le .NET Standard. Bon. Qu'est-ce que c'est le .NET Standard? En fond, à la base, .NET Standard, c'est juste une spécification. OK? Fait que l'idée, c'est la spécification de c'est quoi les API qui sont contenus dans cette version-là. OK? OK. C'est juste que c'est une spécification. Il faudrait que tout le monde l'implémente. Fait que c'est sûr que Microsoft fournit aussi une implémentation de leur spécification. Donc, ce qui est fourni, c'est qu'on peut linker un projet de NuGet Package qui s'appelle netstandard.libraries, qui va vous donner accès à une DLL qui est netstandard.dll. Cette DLL-là, en fait, c'est vraiment l'implémentation selon la plateforme du standard de la version que vous avez choisie. C'est le base class library, si on peut dire qu'on parlait Ça devient la tantôt. nouvelle référence. Je vais vous montrer un peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est comme si c'était votre base class library. OK. Vous connaissez un peu Mescorlib, mettons la DLL de Mescorlib, c'est un peu le remplacement de ça, mais au niveau de .NET Standard. OK. Puis on va voir pourquoi, puis comment ça interagit avec le reste là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au build time, quand on build avec une .NET Standard Library comme ça, elle va faire le pont entre la plateforme sur laquelle elle va être buildée, que ce soit .NET Framework ou le PCL ou sur d'autres plateformes, ça peut être d'autres choses. Donc, elle a fait le pont avec ça au build time. Et au runtime, c'est là il va y avoir un concept de ce qu'on appelle du type forwarding ou de la redirection de type. Redirection de type qui va permettre d'aller chercher les bons types. Je vais expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que c'est un peu compliqué. Mais après cette slide-là. Ici, ce qu'on va dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait, c'est que, vu que le .NET Standard devient un point commun, c'est que toutes ces plateformes-là, maintenant, peuvent utiliser le .NET Standard Library à partir de 2.0, 2.x, 2.1. Mais via ce qu'on appelle une compatibilité shim, je vais en expliquer plus tard c'est quoi. Puis, à partir de .NET Standard Library, c'est là qui est un point où on peut aller sur n'importe quelle autre plateforme parce que lui, il est capable de, à partir de là, accéder à, naturellement, d'autres assemblies de .NET Standard. Sa librairie à lui, lui ou d'autres versions antérieures, basses, mettons, ou la même version. Ouais. Il peut accéder aussi à des Portable Class Library. Puis là, je n'ai pas parlé tantôt, mais quand on allait sur le site de GitHub, ici, on parle dans Doc version, on a la partie qui parle, c'est pas celui-là que je voulais voir, c'était plus celui-ci. On a les versions de .NET Framework puis .NET Standard et tout ici. Mais si on descend plus bas, on voit ici la compatibilité avec les PCL. OK. Donc, quand on parlait tantôt des profils, les profils sont numérotés ici, là, peu importe le numéro, ce que ça veut dire, mais c'est surtout la composition des profils ici. Donc, on voit que si on target .NET Standard 1.1, on va pouvoir linker des PCL .NET Framework 4.5 et Windows 8. Okay. Si on veut avoir accès à du Windows Phone ou avec... donc, chaque version ici nous dit à quoi ça nous donne accès comme PCL. OK. Là, on ne voit pas Xamarin là-dedans, mais Xamarin, étant donné qu'il il supporte aussi le .NET Standard, donc c'est un peu à l'extérieur de ça. Puis, naturellement, on peut aussi référencer des assemblies .NET Framework via encore là un shim. Un shim, c'est vraiment là... C'est le concept il y a quelque chose qui intercepte tous les calls pour aller vers la plateforme elle-même qui va rediriger les types vers le bon type. Puis pourquoi il faut faire ça? C'est que si on développe un assembly, par exemple, moi je suis un développeur d'une librairie .NET Standard, puis je veux créer du code, mais j'ai besoin d'avoir des packages NuGet qui ont été faits dans le passé. Genre, mettons, accès à... Qui ont été faits pour le framework. Genre, accès à MoQ ou à des choses comme ça qui ont été faites pour le .NET Framework 4.6x ou 4.5 même. Donc, je veux utiliser ça, mais là, comment ça fonctionne? Donc, je peux référencer ma .NET Standard Library comme ça, puis là, je veux référencer des librairies existantes du .NET Framework. Pour faire ça, ce qui se passe, c'est que lui, cette librairie-là est compilée avec une référence à MScrollib. Okay? Là, ce qui se passe, c'est que dans les faits, on a deux définitions différentes de object, par exemple. Oui, on a une définition puis l'identité de cet objet-là est importante parce qu'il vient de la librairie qui l'a produit. Donc, l'implémentation de .NET Standard de object vient de .NET Standard, puis MScrollib nous fournit une autre implémentation
qui peut être la même chose, mais c'est pas la même signature. Là. Fait que le framework, lui, il voit pas ça comme étant deux objets égaux. Donc, Mais dans le concret, dans l'utilisation, il faudrait qu'ils se parlent. Les si on peut fonctionnalités dire, sont les mêmes, sauf que si, par exemple, je passe à mon class library pour écrire moi une instance d'un objet, puis je passe là en paramètre à une autre classe qui, elle, a besoin d'avoir la version .NET standard, là, il va dire que c'est pas la même classe. Il va nous donner des messages du genre que object n'est pas égal à object. Là. Comme on a des alors fois, que c'est au final, théoriquement, le même objet. Ben, oui et non. C'est la même définition ou la même API de l'objet, mais ce n'est pas la même implémentation. Parce qu'il y en a qui vient du MSCore Lib, puis l'autre qui vient de .NET Standard. C'est là qu'apparaît le type forwarding. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on compile une application, mettons .NET Standard, qui référence avec une application .NET Framework Library, à la compilation, il va nous faire du type forwarding de tous les types qui sont définis dans la plateforme MSCore Lib vers les types correspondants à .NET Standard. Fait que, même la librairie qu'on a linkée avec, qui vient, mettons, soit mettons, Mock ou n'importe quelle autre librairie qu'on a linkée par rapport à ça, quand à la compilation, il va dire, OK, tous les types que tu utilises, là, ben, prends ceux de .NET Standard à la place. Fait qu'il va comme linker les types qu'on connaît. Fait que quand on va demander un objet particulier, ben, ça va être le bon. Pour nous, c'est transparent. Mais lui, en arrière, il s'occupe de faire l'aiguillage selon le besoin. Okay. Puis, ben, il ne fait pas ça juste pour MSCore Lib, il va faire ça pour toutes les autres assemblies du .NET Framework qu'on veut référencer. Même des assemblies qu'on aurait développées nous-mêmes, par exemple. Fait que c'est pas juste une spécification avec une implémentation. Il y a un peu plus en arrière du .NET Standard. Il y a beaucoup de magie pour arriver à faire pour faire que ça marche avec tout le monde. OK. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, je développe une application .NET, puis là, ben, je référence naturellement des assemblies du framework .NET, mais je peux aussi accéder à des .NET Standard Library à partir d'un framework .NET. OK. Donc là, l'opération inverse se produit, c'est-à-dire que là, lui, il va me retourner des objets de sa librairie .NET Standard. Mais ce n'est pas ceux-là que j'ai besoin. Moi, je suis dans un monde .NET Framework. Donc là, le type forwarding se fait à l'inverse. C'est-à-dire que les .NET Standard va être juste comme une façade devant les librairies du .NET Framework pour retourner ces objets-là, en fait. OK. C'est vraiment le concept qui va me retourner la bonne implémentation pour le bon framework. Donc, pour conclure, Eric, .NET Standard, si tu pouvais nous résumer ça... Ben, comme j'ai dit, .NET Standard, je pense qu'il faut commencer à le regarder sérieusement. C'est la prochaine génération d'assembly partagée. Je ne dis pas qu'il faut l'utiliser dans tous les scénarios. C'est vraiment dans le cas où on veut faire du code commun à travers plusieurs plateformes. Si votre projet, c'est juste une plateforme ASP.NET WebMVC, top-down, pas de problème, il n'y a pas de code partagé. C'est encore correct de faire des assemblies .NET Framework pour ça. Mais je pense que c'est se poser la question dans notre façon de faire. Puis, quand est-ce qu'on va introduire ça? C'est quand on va avoir des besoins de faire des assemblées partagées. Puis comme j'ai dit, soyez conscient que de ne pas aller le plus haut possible dans la version de .NET Standard, de rester le plus bas que vous avez besoin de l'être pour répondre à votre besoin. C'est ça la règle, en fait, à se rappeler si j'ai un conseil à prendre là-dessus. Là. Excellent. Donc, ça conclut pour l'épisode, notre 20e épisode sur le .NET Standard. Évidemment, on vous invite, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, à vous abonner. Pèsez sur le petit bouton pour avoir les notifications pour qu'on ait des nouveaux épisodes. Normalement, c'est environ 2 semaines. En même temps, pour ceux qui le voient via YouTube, on a fait un Facebook Live de cet épisode-là qui était sur la page de Pixis Studio, qui est notre employeur. Donc, vous pouvez prendre le temps d'aller liker la page. Ça va peut-être vous permettre un prochain épisode de voir directement l'envers du décor sur comment ça se passe. En live. En live, en direct, avec potentiellement les bloopers. Donc, espérons qu'il y en aura la prochaine fois. On n'a pas été trop mauvais cette fois-là. Non, cette fois-ci, on était bien. Peut-être parce qu'on est en live, on s'est mis une pression. Ouais. Donc, on va vous laisser suivre ça pour un prochain épisode. Merci.